L'amiral américain Alvin Halsey a mis en garde le Congrès au début de 2025 contre un ennemi. Il cartographiait discrètement les sites les plus sensibles d'Amérique, petit à petit. Puis il a révélé leur emplacement. Ils étaient à seulement 90 miles de là. Lorsque la nouvelle s'est éclatée, les experts militaires avaient déjà dû deviner le coupable. Ils savaient que c'était l'île qui servait d'intermédiaire. Je me fiche que YouTube supprime cette vidéo à cause du sujet de guerre. Je révèle la vérité quand même. Vous pouvez forcer YouTube à être juste en cliquant sur j'aime. Merci. Il y a quelques années, un rapport affirmait qu'une installation d'écoute électronique était prévue dans une ancienne puissance nucléaire, Cuba. Mais il ne valait apparemment pas des milliards de dollars, et c'était bien là le problème. Cuba ne pouvait pas acheter de matériel valant des milliards. Son économie est déjà en crise. Nourriture, carburant et médicaments sont des luxes. Une telle économie achèterait un équipement à plusieurs milliards. Difficile à croire. En creusant davantage, tout ce que l'Amérique a fait contre Cuba m'a semblé logique. J'ai qualifié Cuba d'ancienne puissance nucléaire à cause de sa fraternité communiste. Des rumeurs d'activités de renseignement chinoises à Cuba circulent depuis les années 1990, mais personne ne les a longtemps prises au sérieux. Mais cela a changé en juin 2023 après qu'un rapport les a révélés. Le Wall Street Journal a publié un rapport affirmant que la Chine et Cuba avaient secrètement accepté de laisser Pékin construire une installation d'écoute électronique sur l'île. Cela aurait rapporté plusieurs milliards de dollars à un gouvernement à la Havane qui avait désespérément besoin d'argent. Elle avait pour but explicite de surveiller les communications dans tout le sud-est des États-Unis. Les deux gouvernements ont d'abord contesté ces informations. En quelques jours, des responsables américains ont discrètement admis que la Chine exploitait et modernisait des installations de renseignement à Cuba depuis au moins 2019. Cette modernisation n'était pas un cas isolé. Cela faisait partie d'une initiative mondiale bien plus vaste visant à construire un réseau mondial de postes d'écoute ciblant quelque chose de très précis, les signaux américains. En 2024 et 2025, des chercheurs du CSIS ont utilisé des images satellites commerciales pour identifier 4 sites spécifiques à l'intérieur de Cuba. Ce qu'ils ont découvert sur ces sites n'était pas subtil. De grands champs d'antennes, des radomes et des équipements de suivi spatial qui avaient clairement été agrandis et modernisés ces dernières années. Ils savaient qu'ils étaient presque certainement en train d'observer des opérations de renseignement soutenues par la Chine. Les sites se trouvaient à Hawaï, Kalapazar, El Salal et le plus inquiétant, Beiruchal. Ce site abritait un élément plus crucial que les autres. Il est situé à moins de 10 miles de l'ancienne station d'écoute soviétique Lodz, exploitée pendant la guerre froide. Des images satellites d'avril 2025 révèlent une grande structure en construction ici. Un réseau d'antennes circulaires, disposé en cercle parfait, s'étendant sur environ 175 mètres de diamètre. C'est presque la taille d'un terrain et demi de football pour un seul système d'antennes. Ce n'est pas non plus une arme qui tire des missiles, des roquettes ou une balle. Et il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Mais il détient le pouvoir de décider de l'issue d'une guerre. Ce type de réseau est spécialement conçu pour ce qu'on appelle la radiogoniométrie haute fréquence. Cette technique permet aux opérateurs de localiser précisément l'origine des signaux radio à une distance pouvant atteindre 8000 milles nautiques. Depuis Cuba, cette portée couvre tous les États-Unis continentaux, une grande partie de l'Atlantique et s'étend largement dans le Pacifique. La Chine peut ainsi surveiller les exercices navals américains, suivre les navires militaires et commerciaux dans les Caraïbes, recueillir des données radars et de télémétrie lors d'essais de missiles américains, et détecter les transmissions en rafales envoyées par les sous-marins américains. Parce que les sous-marins survivent en restant totalement silencieux et invisibles, si la Chine peut les entendre depuis Cuba, cela change complètement la donne dans tout conflit potentiel. D'un autre côté, le site Huaye est conçu pour un objectif très précis. En fait, les analystes l'ont décrit comme un véritable torrent de renseignements qu'il serait physiquement impossible de collecter depuis n'importe quel autre endroit sur Terre. Il se concentre sur l'interception des communications satellitaires, la capture de signaux militaires, de données de sécurité nationale et de télémétrie des lancements spatiaux depuis Cap Canaveral en Floride. Certains sites se trouvent aussi dans l'est de Cuba. Cela les place tout près des bases navales américaines, à Guantanamo, offrant à la Chine une vue directe sur l'une des installations militaires américaines les plus sensibles de la région. Mais est-ce si simple ? Même lorsque le contenu réel des communications est chiffré, il y a encore une valeur énorme à observer les schémas. Qui parle à qui ? À quelle fréquence ? À quel moment ? En quel volume ? Ce type d'analyse révèle le niveau de préparation d'une armée et ses possibles intentions. Cette menace était la raison pour laquelle l'amiral Alvin Halsey a déclaré au Congrès, début 2025, que Pékin utilisait activement Cuba pour la collecte de renseignements. Cuba n'est qu'à 68 miles des États-Unis,
et la contrer est devenue l'une de ses priorités majeures. Il y a des décennies, la présence d'armes nucléaires à Cuba était la priorité absolue des États-Unis. En 1962, des armes nucléaires ennemies, capables de frapper l'est des États-Unis en quelques minutes, sont arrivées à Cuba, à seulement 93 miles des États-Unis. Quand les avions espions américains ont photographié les sites de lancement en construction, ils ont découvert ce qu'ils redoutaient voir, des sites à seulement 93 miles de la Floride. Cela a déclenché un événement de 13 jours qui a rapproché le monde d'une guerre nucléaire comme jamais auparavant. En représailles, Kennedy a ordonné un blocus naval de Cuba. À la dernière minute, les missiles ont été retirés. Quand je dis retirés, je veux dire qu'ils ont été renvoyés d'où ils venaient, car Cuba n'avait pas ses propres armes nucléaires. Ces armes nucléaires ont donc été renvoyées à l'Union soviétique, qui avait fait de Cuba la ligne de front de la guerre froide. Cuba est à 160 km des côtes de la Floride. Elle est située près des routes maritimes entre le golfe du Mexique et l'Atlantique, et proche de l'entrée du canal de Panama. Cette position n'est pas anodine. Toute puissance étrangère opérant à Cuba dispose d'un point d'observation idéal pour surveiller mouvements militaires américains, activités spatiales et trafic maritime. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique l'a compris et a utilisé Cuba exactement dans ce but. Elle a installé des opérations de renseignement électromagnétique pour surveiller les États-Unis. Puis l'Union soviétique a secrètement envoyé des missiles nucléaires à Cuba. Heureusement, la crise a vite pris fin. Cependant, la leçon retenue par l'Amérique n'a jamais disparu. L'incident de 1962 a montré à quelle vitesse Cuba pouvait devenir une menace directe pour le territoire américain, presque sans avertissement. Cela a été intégré dans la doctrine de sécurité des États-Unis, et cela y était resté depuis. Ce que fait la Chine aujourd'hui suit la même logique, simplement adaptée à l'ère moderne. Ils ont des antennes paraboliques et des infrastructures numériques, moins visibles, mais sans doute bien plus puissantes que des batteries de missiles. La relation entre les puissances communistes et Cuba reposait sur un homme increvable. Les liens entre la Chine et Cuba sont plus anciens qu'on ne le croit. Cuba a été le premier pays d'Amérique latine à reconnaître officiellement la République populaire de Chine. Cela remonte aux années 1960. Les dirigeants cubains, notamment Fidel Castro, ont toujours soutenu Pékin à l'ONU, défendant la politique d'une seule Chine et accordant à la Chine une légitimité politique essentielle, alors que beaucoup de pays refusaient de la reconnaître. Depuis 1960, Cuba soutient ce que Pékin appelle le principe d'une seule Chine. La Havane reconnaît officiellement la RPC comme le seul gouvernement légitime de la Chine, considère Taïwan comme un territoire chinois et soutient la réunification. Cuba a même soutenu la controversée loi anti-sécession de 2005 de la Chine sur Taïwan, puis la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et l'homme increvable dont j'ai parlé. Il a dit que s'il y avait une épreuve olympique de survie aux tentatives d'assassinat, il gagnerait l'or. Et il n'avait pas tort. On estime que la CIA a mené 638 tentatives d'assassinat contre lui, mais aucun n'a réussi. Il est mort en 2016 à l'âge de 90 ans de cause naturelle. Après Fidel, les ministres cubains des Affaires étrangères ont maintes fois condamné publiquement toute ingérence étrangère à Taïwan, Hong Kong et au Xinjiang. Cette amitié inconditionnelle pousse la Chine à empêcher les ennemis de Cuba d'entrer dans l'île ou d'en tirer quelque chose. La Chine détient environ 70% de la capacité mondiale de fabrication de véhicules électriques et plus de 80% de la production de batteries LFP. C'est le type de batterie utilisé dans les véhicules électriques plus abordable. Il est prévu que ces fabricants génèrent 71% de tous les investissements mondiaux dans la fabrication de batteries entre 2025 et 2026 pour un total d'environ 130 milliards de dollars. C'est presque 7 fois plus que ce que l'Amérique dépense sur la même période. Toute cette ampleur dépend d'un approvisionnement stable et sécurisé en matières premières, surtout en nickel de haute pureté utilisé dans les batteries NMC et NCA haut de gamme à longue autonomie, très difficile à obtenir. La stratégie principale de la Chine pour le nickel vise l'Indonésie. Elle représente désormais environ 60% de la production mondiale de nickel, la plupart provenant d'opérations soutenues par la Chine. Mettre tous ces œufs dans le même panier est risqué, car des sanctions occidentales ou des pressions géopolitiques peuvent perturber ces chaînes d'approvisionnement soudainement. Ils ont donc trouvé une excellente alternative. Cuba possède les 5e plus grandes réserves mondiales de nickel. Près de 6% des réserves mondiales de nickel connues sont situées sur cette île. Et avec le nickel vient le cobalt, qui est discrètement devenu l'une des ressources les plus disputées de ce siècle. Ces deux métaux ne sont plus seulement des matières premières. Ils sont les ingrédients essentiels des batteries qui alimentent les véhicules électriques. Celui qui contrôle l'approvisionnement détient en quelque sorte l'avenir de l'industrie des véhicules électriques. Bien que Cuba ait la 5e réserve mondiale, elle n'est que le 9e producteur de nickel.
Elle ne fournit qu'environ 1% de la production mondiale. Les réserves sont vastes, mais les infrastructures d'extraction rencontrent des difficultés depuis des années. Cet écart entre les ressources souterraines de Cuba et ce qu'elle peut extraire représente l'opportunité que la Chine saisit dans un secteur autrefois dominé par l'Occident. Pendant des années, Sherritt International, entreprise canadienne, dominait le secteur du nickel à Cuba via une grande coentreprise à Moa. Le minerai était extrait et traité à Cuba, puis expédié à Fort Saskatchewan au Canada pour un raffinage final, produisant du nickel de classe 1 selon l'industrie. Ce produit de haute pureté convient aux batteries de véhicules électriques, à l'acier inoxydable et aux alliages performants. Il rejoint alors les chaînes d'approvisionnement mondiales, finissant de plus en plus chez les fabricants asiatiques et chinois de batteries. Mais au début de 2026, Sherritt était en sérieuse difficulté. L'effondrement économique, les pénuries de carburant et l'incapacité à payer rendaient les opérations quasi impossibles. Cuba devait à Sherritt plus de 107 millions de dollars en paiements gelés qu'elle ne pouvait rembourser. Sherritt a alors commencé à se retirer. Alors que les intérêts occidentaux partaient, les entreprises publiques chinoises sont arrivées. En avril 2026, des cuves de sédimentation et des équipements de lixiviation chinois étaient déjà installés à l'usine de traitement commandant Ernesto Che Guevara. Les médias d'État cubains ont parlé de modernisation technologique. En réalité, il s'agit d'un changement structurel. Pékin fournit désormais équipements, expertise et capital pour éviter l'effondrement total de l'industrie du nickel cubaine. Et en retour, elle s'assure un approvisionnement garanti pour ses propres fabricants. En 2024, la Chine était déjà la principale destination des exportations de nickel cubain, d'une valeur d'environ 53 millions, et ce chiffre ne fera qu'augmenter. Cuba possède d'importantes réserves inexploitées, et une infrastructure de raffinage. La Chine obtient ainsi un second centre. Les prévisions de l'industrie suggèrent que plus de la moitié de la nouvelle demande de nickel d'ici 2030 proviendra spécifiquement de la production de batteries, ce qui pourrait nécessiter 1,5 million de tonnes métriques par an. Les investissements mondiaux dans l'extraction et le raffinage du nickel pourraient dépasser 60 milliards de dollars sur la période. La Chine souhaite se placer pour profiter de cette hausse de la demande, et Cuba est un élément clé de ce puzzle. Mais rien de tout cela ne s'est produit au hasard. Le livre blanc chinois de 2025 sur l'Amérique latine détaille une stratégie axée sur la sécurisation des ressources minérales et le contrôle des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il existe également un cadre plus large, appelé Projet 141, qui vise à intégrer l'expansion économique de la Chine avec sa portée militaire et logistique à l'échelle mondiale. Cuba s'inscrit dans les deux. En investissant dans le nickel à Cuba, Pékin protège sa stratégie industrielle des véhicules électriques de la pression occidentale et multiplie les sources d'approvisionnement pour maintenir ses usines actives. Cuba est différente des autres pays de la région. C'est le seul pays soumis à un embargo américain continu, ce qui signifie qu'il n'a pratiquement pas d'autre choix que de se tourner vers des partenaires non occidentaux. Et c'est là que la Chine est intervenue. Ils ont instauré à Cuba un système interdit, offrant aux Cubains la liberté et l'accès tant désirés, mais leur retirant secrètement leur liberté en retour. En juin 2025, des étudiants universitaires ont lancé des grèves à Cuba, protestant contre Etexa, qui avait fortement augmenté les prix des données mobiles. Des analystes ont noté que seuls ceux ayant accès au dollar pouvaient se le permettre, excluant les citoyens ordinaires. Le gouvernement savait réprimer les manifestations rapidement. Leur réponse a été d'utiliser le réseau installé par la Chine pour couper l'internet mobile dans les zones spécifiques de protestation. La même tactique avait été utilisée lors des manifestations de 2021 et de nouveau en mars 2026. Certains analystes de MSI2 ont aussi suggéré que ces hausses de prix pourraient préparer l'implication plus profonde de la Chine dans Etexa. Le plan plus vaste pourrait être de passer du statut de fournisseur à celui de copropriétaire de l'ensemble du système de télécommunications de Cuba. Mais ce n'était que le début. La Chine a tendu un piège aux Cubains pour les empêcher d'accéder à la vérité. L'embargo américain a privé Cuba des entreprises de télécommunications occidentales. Aucun Ericsson, Nokia ni produit occidental. Pendant plus de 10 ans, le monopole d'État cubain Etexa a principalement fait appel à des fournisseurs chinois pour bâtir son infrastructure numérique. Les entreprises qui ont comblé ce vide étaient Huawei, ZTE et Teplink. En 2025, l'ampleur de cette pénétration a atteint des niveaux dangereux. Les serveurs Huawei et ZTE sont présents aux principaux nœuds du réseau d'Etexa, gérant le trafic et stockant les métadonnées. La fibre optique Huawei traverse les réseaux haut débit de l'île. Les stations de base mobiles de ZTE ont été déployées à travers La Havane, Santiago, Santa Clara et dans des zones militaires sensibles. Les pare-feux avancés de Huawei sont intégrés à l'infrastructure principale de l'Internet cubain. Même le principal câble sous-marin reliant Cuba au Venezuela et à la région, Alba One, a été construit avec du matériel chinois. Au fil des années, la Chine s'est discrètement intégrée au cœur même des communications cubaines. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'une partie de cela a donné à Pékin le pouvoir de contrôler le régime cubain.
Le logiciel ESIT de Huawei est présenté comme un outil standard de gestion de réseau, mais Quarium et l'Open Observatory of Network Interference ont découvert quelque chose de suspect. Ils ont découvert que ces logiciels étaient activement utilisés à Cuba pour filtrer les recherches et bloquer du contenu. Cela permet à Etexa de surveiller sa population. Ils détectent exactement ce que les gens font en ligne et coupent la communication dans des zones spécifiques, partout où le gouvernement décide que c'est nécessaire. C'est la version cubaine du grand pare-feu chinois, conçu et installé par les mêmes entreprises. Les marques chinoises dominent ce marché. Des routeurs Wi-Fi grand public et des téléphones que les Cubains utilisent terre à tous les jours, jusqu'aux câbles qui arrivent sur l'île et aux téléphones qu'une personne ordinaire tient en main. L'infrastructure est chinoise. Cette expansion a permis à 70% des Cubains d'accéder à Internet. Des dizaines de pays ont compris la vérité sur les marques chinoises et ont pris des mesures fermes. La Commission fédérale des communications des États-Unis a désigné Huawei et ZTE comme des menaces pour la sécurité nationale dès 2020. La principale inquiétude était que, selon la loi chinoise, ces entreprises pourraient être forcées par Pékin d'aider au renseignement, ce que les deux sociétés démentent. Mais à Cuba, où il n'y a aucune résistance réglementaire, cette préoccupation pèse beaucoup plus lourd. Les analystes sont également tiré la sonnette d'alarme sur le fait que ces serveurs pourraient être utilisés pour du cyberespionnage, non seulement contre les citoyens cubains, mais aussi contre les dirigeants gouvernementaux de la région et les communications sensibles transitant par les réseaux de l'île. Pour la Chine, tout cela sert un objectif qui va au-delà du simple renseignement. En exportant des technologies de surveillance à Cuba, Pékin s'assure activement que le gouvernement cubain dispose exactement de ce dont il a besoin pour rester au pouvoir. Un régime cubain stable signifie un accès chinois continu à l'île, et la technologie chinoise est une raison majeure pour laquelle le régime est toujours en place. Cuba n'est ni une puissance économique ni militaire, mais la Chine doit désormais la défendre plus ouvertement que jamais. L'une des principales raisons est que Cuba est l'un de ses derniers alliés socialistes encore en place. En 2025, pour le 65e anniversaire des relations diplomatiques, l'ambassadeur de Chine à La Havane a affirmé que les liens n'avaient jamais été aussi bons. Cela peut sembler n'être que de la diplomatie creuse, mais ce qu'il y a derrière est bien réel. Cuba soutient constamment la Chine aux Nations Unies, sur Taïwan, sur le Xinjiang, sur chaque question sensible qui tient à cœur à Pékin. La Chine rend la pareille en qualifiant l'embargo américain d'illégal et d'inhumain, en défendant Cuba dans les forums internationaux, et en présentant les deux pays comme des leaders du Sud global qui s'opposent à la domination américaine. Mais en 2026, cette relation est mise à l'épreuve plus que jamais. Le retour de Trump à la Maison-Blanche a conduit à une pression totale sur l'axe Cuba-Chine, selon son administration. Un décret présidentiel a renforcé les sanctions. Les livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba ont cessé, provoquant l'effondrement économique de l'île. Les responsables américains évoquent un possible effondrement du régime cubain, tandis que la Chine intensifie ses efforts. En février 2026, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu à Pékin avec son homologue cubain et a déclaré directement que la Chine soutient fermement Cuba dans la défense de sa souveraineté nationale et s'oppose à toute ingérence injustifiée de forces extérieures. Fin mars 2026, les responsables américains ont à nouveau évoqué un possible effondrement du régime. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, a réaffirmé son soutien à Cuba et rejeté toute tentative de lui ôter son droit au développement. Ce ne sont pas des déclarations anodines. Ce sont des signaux soigneusement formulés à l'attention de Washington, indiquant que Cuba est une ligne que Pékin n'a pas l'intention de laisser franchir. Le soutien concret qui accompagne ces paroles est tangible. La Chine a livré 60 000 tonnes de riz à Cuba, ainsi qu'une enveloppe d'aide de 80 millions de dollars pour le réseau électrique en ruine de l'île. Sur le plan économique, la Chine représente désormais plus de 20% du commerce extérieur total de Cuba, fournissant des biens de consommation, des machines et du matériel de télécommunication, tout en important du nickel cubain, des produits biotechnologiques et du tabac. Ensuite, ils tentent de neutraliser les sanctions. En 2025, les banques cubaines rejoignent officiellement le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, le CIPS. C'est l'alternative de Pékin à SWIFT, conçue pour permettre des transactions à l'abri des sanctions américaines. Les entreprises chinoises s'intéressent aussi à la zone spéciale de développement de Mariel, à l'exploration pétrolière et à l'industrie sucrière. Bien qu'il y ait une véritable frustration du côté chinois concernant la dette que Cuba doit à la Chine et la faiblesse des protections des investissements. Mais du point de vue de Pékin, la valeur stratégique de maintenir Cuba en vie et indépendante l'emporte largement sur les inconvénients financiers. Chaque tonne de riz, chaque dollar d'aide, chaque transaction libellée en yuan est un investissement pour maintenir au pouvoir un gouvernement qui offre à la Chine un point d'appui irremplaçable dans l'hémisphère occidental. La Chine fait tout pour protéger Cuba des États-Unis. Mais un jour,
Elle devra peut-être admettre, au moins, nous avons essayé, car le régime cubain pourrait entrer dans sa dernière phase. Le 16 mars 2026, tout le réseau électrique de Cuba s'est effondré. Pas partiellement, mais complètement. La raison en était un blocus du carburant mené par les États-Unis, après que l'intervention américaine au Venezuela eut coupé le pétrole dont Cuba dépendait. Le réseau, qui était déjà à bout de souffle, n'a tout simplement pas pu tenir plus longtemps. Mais la Chine avait vu cela venir depuis longtemps, et a agi rapidement. En seulement 12 mois, la part de l'énergie solaire dans le réseau électrique de Cuba est passée de 5,8% à plus de 20%. En mars 2026. Les analystes de l'énergie parlent d'une des transitions vers les renouvelables les plus rapides du monde en développement. Pékin s'est engagé à construire 92 parcs solaires à travers l'île d'ici 2028 avec une capacité totale de 2 gigawatts. Cela correspond à peu près à toute l'électricité que Cuba produit actuellement à partir de combustibles fossiles. Et rien qu'en 2025, la Chine a envoyé pour 117 millions de dollars de panneaux solaires à Cuba, contre seulement 16,6 millions en 2019. Cela montre à quelle vitesse la situation s'est aggravée. Mais ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas non plus de l'écologisme. Chaque parc solaire, panneau ou système de gestion de réseau doté de technologies chinoises complique encore, pour Cuba, l'idée même de fonctionner sans Pékin. Mais il y a un problème précis qui renforce encore davantage cette dépendance. Malgré 56 millions de dollars de batteries chinoises importées, le réseau cubain ne stocke toujours pas assez d'énergie pour répondre à la demande le soir. Donc, chaque soir, Cuba dépend encore de la technologie gérée par la Chine, rien que pour garder les lumières allumées. Cuba ne devient pas indépendante sur le plan énergétique, elle devient au contraire dépendante de la Chine pour son énergie. Et Pékin sait exactement ce qu'il fait. Les États-Unis n'ont pas été inactifs pendant tout cela. Des responsables du Pentagone et du département d'État ont affirmé que les États-Unis surveillent et perturbent activement le renseignement chinois à Cuba. Ils renforcent leur communication et incitent des fournisseurs alternatifs à rejoindre les réseaux télécoms régionaux pour limiter la présence chinoise. Les patrouilles navales autour de Cuba ont été renforcées à mesure que la pression s'intensifiait. Puis, un article absurde sur la chute de Cuba est paru, sans rien de vraiment nouveau. Des millions d'articles sont publiés chaque jour, mais celui-ci a été écrit par quelqu'un de spécial. En mars 2026, le commentateur Gordon Chang a publié un essai avec un titre très direct. La Chine est sur le point de perdre ses bases militaires à Cuba. C'est un commentateur politique de longue date avec une grande expérience dans l'analyse géopolitique, en particulier sur la Chine. Son argument principal est simple. La crise économique à Cuba est si grave que la dépendance du régime envers ses partenaires extérieurs pourrait devenir une faiblesse plutôt qu'un atout. Si les États-Unis peuvent menacer de manière crédible les lignes d'approvisionnement maritime de Cuba et rendre le coût de l'accueil des installations militaires et de renseignement chinoises suffisamment élevé, la Havane pourrait finir par accepter d'échanger ces installations contre un allègement des sanctions et une réduction de la pression. Chang évoque des renseignements américains déclassifiés, confirmant des opérations de renseignement électromagnétique chinoises à Cuba depuis au moins 2019. Il soutient que certains analystes occidentaux, qui affirment que Cuba ne représente que peu de menaces directes pour les États-Unis, passent complètement à côté du sujet. L'utilisation du territoire cubain par la Chine change totalement cette équation. C'est un argument convaincant, mais d'autres analystes restent prudents. La direction cubaine a survécu à plus de 60 ans d'embargo américain sans changer de cap. Et lorsque la pression augmente, beaucoup soutiennent qu'il est plus probable que la Havane se rapproche de la Chine et de la Russie, plutôt que de prendre le risque de s'ouvrir à Washington selon les conditions américaines. Il y a aussi un problème très pratique avec l'idée que la Chine perde sa présence à Cuba. La majorité des constructions chinoises là-bas ne sont pas de simples bases militaires pouvant être facilement fermées ou restituées. C'est intégré dans les infrastructures civiles. Réseaux de télécommunications, stations de suivi satellite, câbles fibre optique, projets portuaires, des infrastructures essentielles au quotidien, impossibles à retirer sans provoquer l'effondrement de systèmes vitaux. Cela rend tout retour en arrière lent et compliqué, au lieu d'une rupture nette. Et même si certains des sites d'espionnage les plus visibles subissaient suffisamment de pression pour être officiellement fermés, les accords sous-jacents de partage de données entre Cuba et les services de renseignement chinois pourraient discrètement se poursuivre, préservant ainsi une grande partie de la valeur du renseignement, tout en rendant simplement la présence de la Chine moins visible. La Chine est constamment surveillée par les États-Unis en mer de Chine méridionale, via avions espions, satellites et navires. Cuba offre à la Chine la possibilité de répliquer. Vous nous surveillez ici, nous vous surveillons chez vous. Les analystes parlent d'espionnage mutuel, ce qui change profondément la dynamique de pouvoir entre les deux pays. Aujourd'hui, près de 180 pays ont des relations diplomatiques avec la RPC, au lieu de Taïwan, ce qui paraît être une victoire écrasante. Reconnaître la RPC comme gouvernement chinois ne signifie pas accepter totalement le principe d'une seule Chine. De nombreux pays agissent de même,
Les États-Unis, par exemple, gardent volontairement leur position floue. Ils reconnaissent la revendication de Taïwan par la Chine, sans l'approuver. Ils maintiennent le statut officiel de Taïwan en suspens, tout en poursuivant les ventes d'armes et les liens non officiels avec Taipei. La pression sur cette relation n'a jamais été aussi forte. La Chine ne se retire pas, et les États-Unis perdent de patience face à ce qui se construit près de leur côte sud. Où cela va mener reste vraiment incertain. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que les deux parties comprennent parfaitement ce qui est en jeu.